Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le grand homme qui est notre objet de réflexion. Et je partirai de ce constat. Le grand homme, c'est un homme ou une femme qui a produit de grands effets dans l'histoire, des effets importants, et des effets importants parce qu'il est animé de puissantes passions. Le grand homme est un guerrier, un législateur, le chef qui conduit un peuple et qui produit des événements historiques mémorables. Mais c'est les passions qui l'animent, qui lui permettent d'accomplir sa tâche, d'arriver, de parvenir à ses fins. Autrement dit, le grand homme n'apparaît pas d'emblée comme une figure morale. D'ailleurs, si c'est la passion qui est le moteur de son action, ce n'est pas la raison. Le grand homme n'est pas celui qui obéit au devoir, il n'est pas celui qui fait son devoir. Il n'obéit pas à la loi morale, il n'obéit pas à ce que Kant appelle l'impératif catégorique. Donc la figure du grand homme est une figure qui d'emblée appelle un jugement moralement sévère. Alors, cette première approche du grand homme soulève un certain nombre de difficultés, et la première consiste à faire remarquer que juger moralement le grand homme, c'est immédiatement prétendre être adossé au bien. Juger moralement le grand homme, c'est s'estimer soi-même du côté de la justice, du côté de l'idée du bien. Comme si finalement, soi-même, à la place du grand homme, on aurait fait bien mieux. Alors, si on laisse de côté cette dimension un peu hypertrophiée du moi qui juge le grand homme, on peut remarquer peut-être de manière plus précise encore que juger le grand homme de manière sévère, c'est porter sur lui le regard que le valet porte sur son maître. C'est l'image que Hegel utilise dans La raison dans l'histoire pour évoquer cette approche morale du grand homme. Finalement, le valet ne voit rien en son maître qui permet de lui accorder une quelconque grandeur. Il connaît ses petits travers, il connaît ses manies. C'est lui qui est chargé de changer ses bottes, d'organiser sa vie quotidienne. Et il sait bien que son maître possède tel ou tel petit travers. Et finalement, lorsque l'on juge sévèrement les grands hommes, on les regarde un peu comme si tout était en eux affaire de manie. Alexandre aurait la manie de la guerre. Napoléon aurait la manie de la conquête. Et tout cela porte à considérer que ces hommes sont, dans le fond, très profondément immoraux. Alors, une autre difficulté ici doit être envisagée, qui est peut-être plus sérieuse, celle-là. Cette autre difficulté consiste à faire remarquer que porter sur le grand homme un jugement moral, c'est considérer qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. C'est donc considérer qu'il aurait dû faire autre chose. Ou encore, c'est considérer qu'il aurait pu faire autre chose. Parce que s'il avait à sa disposition un autre choix d'action, ça signifie qu'il était une liberté. Et que, en tant que liberté, il a été responsable des choix qu'il a pu faire. Alors, cette vision du grand homme revient à le juger moralement sur la base d'une conception de l'histoire comme réalité, dans le fond, régie par le hasard et la contingence. Si le grand homme agit mal, dans la mesure où il ne fait pas ce qu'il doit faire, s'il agit mal parce qu'il doit faire autre chose, ça signifie que cette autre chose est possible. Ça signifie donc que dans l'histoire, tout n'est pas joué d'avance. Et ça ne va pas de soi. Envisageons un instant cette hypothèse. Si nos vies ont un sens, et si nos vies, en tant qu'elles s'inscrivent dans le cours des événements historiques, ont un sens dans la mesure où l'histoire elle-même a un sens. Si par conséquent l'histoire est orientée vers une fin, vers un but, vers une fin bonne, qui nous permet d'espérer quelque chose de l'histoire elle-même et du cours des événements. Si donc nos vies ont un sens parce qu'elles s'inscrivent dans une histoire possédant elle-même un sens, alors cela signifie que l'histoire n'est pas livrée à la contingence et au hasard. Cela signifie que dans l'histoire, ce qui règne, c'est la nécessité. Cela signifie que l'histoire, au-delà de l'apparence des choses, au-delà du chaos qui saute aux yeux lorsque on porte sur elle un regard de l'intérieur de l'histoire elle-même. Cela signifie que cette histoire, au-delà de cette apparence,
obéit à une logique parfaitement rationnelle. Mais si on se représente l'histoire ainsi, ça signifie que les passions elles-mêmes jouent un rôle dans l'histoire qui s'inscrit dans cette logique parfaitement rationnelle. Et la passion ici doit être pensée comme le moteur même du progrès. Dans le fond, la passion entendue comme énergie qui mobilise les personnalités, cette passion serait comme le moteur qui permet aux personnalités historiques de produire les événements conformes à la logique qui se déploie nécessairement dans l'histoire. Alors, on l'aura compris, cette vision de l'histoire conduit à se représenter le grand homme comme celui qui s'inscrit dans une logique parfaitement nécessaire et qui, en obéissant à ses passions, dans le fond, ne fait rien d'autre que d'accomplir ce qui devait être accompli. Voilà. Rien de grand, dit Hegel, ne s'est accompli dans le monde sans passion. Donc ce que les grands hommes font de grand, en vertu des passions qui les mobilisent, dans le fond, ce qu'ils font de grand devait être fait. Ils font ce qui devait être fait. Ils accomplissent ce qui devait être accompli, et on l'aura compris, si on regarde le grand homme de ce point de vue, il n'est pas légitime de le juger moralement. Il fait ce qu'il devait faire. Il s'est produit dans l'histoire ce qui devait se produire. Le jugement moral ici passe à côté de la réalité de l'histoire. Il ne faut pas regarder l'histoire, dit Hegel, par le trou de serrure de la moralité. La tâche du philosophe, c'est de penser la réalité historique comme une réalité parfaitement rationnelle. La réflexion philosophique, dit Hegel, n'a d'autre but que d'éliminer le hasard, et si on élimine le hasard, alors tout dans le cours de l'histoire participe au sens même de la réalité historique, les passions elles-mêmes s'inscrivant dans cette réalité, le mal moral doit être compris. Alors, évidemment, là, ça soulève malgré tout une difficulté, parce que si le grand homme est celui qui, mu par ses passions, produit des événements extraordinaires, on se demande ce qui pourrait bien permettre de distinguer le grand homme du tyran. Le tyran qui, animé de passion, mobiliserait avec lui tout un peuple et qui produirait un chaos absolument insensé, marquerait l'histoire, au point qu'on s'en souviendrait bien longtemps après son passage dans le monde. Faudrait-il alors dire de ce tyran qu'il est un grand homme? Alors, non. En tout cas, si on pense le grand homme comme le fait Hegel, ce n'est pas cette voie qu'il faut emprunter. Il faut peut-être ici repenser le rôle des passions lorsque l'on pense l'action du grand homme dans le champ politique et historique. Certes, le grand homme est animé de puissantes passions. On pensera par exemple à la figure d'un Napoléon qui est animé de passion du pouvoir, de la passion de la domination, qui fait qu'il part de Corse et que son destin l'amène à opérer un parcours tout à fait extraordinaire. Il va faire trembler l'Europe, enfin ça prend des proportions absolument incroyables. Et évidemment, la passion ici est un ressort qui rend raison aussi de son action. Mais le grand homme n'est pas seulement un être de passion. Il n'est pas aveuglé en réalité par ses passions. Dans une certaine mesure, il voit les choses. La passion, c'est le moteur, mais il ne perd pas de vue ceux qu'il vise. D'une certaine manière, d'ailleurs, il voit mieux que le commun des mortels. Il voit devant, il voit mieux. De sorte que, là, on peut peut-être penser d'ailleurs ce qui fait que le grand homme est capable de mobiliser avec lui tout un peuple. C'est comme s'il voyait ce que le peuple pressent seulement. Il voit ce que l'on ne voit pas véritablement, et du coup, il est capable de mobiliser avec lui des énergies qui, sans sa présence, ne seraient pas orientées dans cette direction. Mais si tout est nécessaire, sa présence elle-même s'inscrit dans la nécessité historique, et en voyant au-delà du présent ce qui doit être accompli, il mobilise avec lui. Dans ce sens-là, il n'est pas aveuglé par ses passions. En revanche, le tyran, animé de passions destructrices, ce tyran-là est embourbé, en quelque sorte, dans des passions qui ne produisent rien, qui n'engendrent rien d'autre que du chaos. Il ne voit pas au-delà de la passion. Et le peuple qui le suit n'est rien qu'un peuple d'aveugles suivant un aveugle. Et tout cela ne peut s'achever que dans le sang et la mort. Du côté du grand homme se joue évidemment la violence. Le grand homme peut être un guerrier, peut être un conquérant, etc. Mais il se joue dans son action quelque chose qui va au-delà de tout ça.
On pensera par exemple, si on considère la figure de Napoléon, à des effets de son action sur le plan du progrès du droit, hein, émanant de la Révolution française, qui va, par ses conquêtes, produire des effets dans toute l'Europe. On pense aussi sur le plan national au fait que Bonaparte d'abord, Napoléon ensuite, l'Empire, tout cela va participer à la production d'institutions, hein, des institutions qu'on connaît tous, hein, que ce soit la Cour des comptes, les prud'hommes, les chambres de commerce, et surtout la codification du droit, la création des lycées, la création du baccalauréat, la philosophie comme épreuve obligatoire au baccalauréat. Enfin, il y a tout un ensemble d'institutions qui procèdent ici de l'Empire et du moment bonapartiste qui l'a précédé. On voit ici qu'il s'est joué dans la passion du grand homme quelque chose qui a dépassé hein, ces passions, comme s'il voyait au-delà. Dans une certaine mesure, le grand homme est celui qui mobilise sa raison, animé par sa passion, et qui fait animer par sa passion ce que la raison aurait commandé de faire si les hommes avaient toujours et seulement obéi à leur passion. Donc, le tyran n'est jamais le grand homme. Alors le grand homme n'est pas toujours un modèle de démocratie, loin de là, mais ici, il se distingue hein, du tyran. Alors, une difficulté malgré tout surgit ici, puisque si on regarde le grand homme comme on le regarde à présent, il n'apparaît pas comme une figure que l'on puisse juger moralement parce qu'il s'inscrit dans la nécessité historique. Mais on comprend que pour pouvoir penser l'histoire comme une nécessité, exclure le hasard hein, de l'histoire, c'est d'adopter un point de vue qui n'est pas celui de l'agent historique. Hein. Si je regarde l'histoire de l'intérieur, l'histoire m'apparaît chaotique, insensée. Pour que je puisse dégager un sens dans l'histoire, pour que je puisse la concevoir comme un processus parfaitement logique et rationnel, il faut que j'adopte un point de vue qui est celui de la fin de l'histoire, ou un point de vue qui surplombe l'histoire, qui n'est rien d'autre finalement que le point de vue de Dieu. Donc si j'envisage l'histoire du point de vue de Dieu, alors l'histoire peut m'apparaître comme un processus parfaitement logique et rationnel. Hein. Pour prendre une métaphore qu'on trouve chez Kant, si je regarde la Terre du point de vue de la Terre, elle peut m'apparaître plate et je peux y percevoir des événements qui me semblent chaotiques. Mais si j'imagine le mouvement de la Terre envisagé du point de vue du Soleil, alors le mouvement de la Terre m'apparaît comme un mouvement parfaitement ordonné, harmonieux et obéissant à des lois nécessaires. Donc, si je regarde l'histoire du point de vue de l'histoire, elle m'apparaît chaotique. Mais si je peux concevoir l'histoire du point de vue de Dieu, alors elle peut m'apparaître comme ça, comme un processus parfaitement logique et rationnel. Et le grand homme hein, apparaît du même coup comme quelqu'un qui s'inscrit dans ce processus et qui produit des effets hein, qui méritent d'être considérés comme des moments dans l'accomplissement du destin, hein, même d'un peuple, et peut-être même de l'humanité tout entière. Peut-être que pour préciser les choses, il faudrait envisager une figure ici. Peut-être que le grand homme est à la politique et à l'histoire ce que le génie est au domaine artistique. Dans le domaine artistique, un génie produit des œuvres. Et c'est en produisant des œuvres qu'il révèle son génie. Il n'y a pas de génie qui n'ait produit des œuvres géniales. De la même manière, il n'y a pas de grands hommes qui n'aient produit dans l'histoire hein, ces événements qui font le succès hein, de son entreprise. Et le succès de son entreprise, ça n'est pas simplement produire des effets hein, qui vont laisser des traces dans les mémoires, c'est produire des effets qui vont constituer comme des étapes nécessaires d'un processus. On pensera ici à des institutions hein, qui s'inscrivent en tant qu'institutions précisément dans une durée. Bon. Mais la difficulté que je soulevais à l'instant, c'est que tout cela est pensable du point de vue de Dieu. Si j'en reviens maintenant au point de vue de l'homme, au point de vue de l'agent historique, au point de vue de celui qui est à l'intérieur même de l'histoire, les choses sont plus compliquées. Si j'essaye d'envisager ce que serait le gouvernant idéal, ce que doit être le chef suprême qui mériterait de prendre en charge les affaires d'une nation, si j'adopte le point de vue de l'agent historique, le point de vue de celui qui est à l'intérieur de l'histoire, il faudrait que ce gouvernant soit un être moral. Et oui, de ce point de vue-là, on n'a pas grand-chose à attendre des passions. Donc il faut envisager un gouvernant idéal qui soit moral, qui possède des qualités qui touchent à la vertu. Et là, Kant fait remarquer que, de ce point de vue-là, il y a là une tâche bien difficile, peut-être même
impossible. Donc, le point de vue de Dieu, Kant lui-même le disait, avant Hegel, mais dans un autre registre, le point de vue de Dieu peut être conservé comme un point de vue de la raison. Finalement, si du point de vue de mon action dans l'histoire, les choses m'apparaissent insensées, peut-être est-il légitime de regarder l'histoire comme si on pouvait adopter le point de vue de Dieu et comme si elle était un processus parfaitement logique et rationnel et comme si les passions, alors, pouvaient être le moteur du progrès. Si on réfléchit les choses en ces termes, on voit que la figure du grand homme n'est rien d'autre qu'une figure d'un agent historique qui met en scène la question du sens même de l'histoire, c'est-à-dire du sens même de nos vies. Le grand homme doit être pensé autrement que moralement, dès lors que l'histoire est pensée autrement que comme un pur et simple chaos. Alors, cette pensée hegelienne du grand homme présente un intérêt, me semble-t-il, et notamment sur le plan républicain. Le républicain se méfie des grands hommes. Il adopte le point de vue de l'agent historique. Il adopte le point de vue du sujet agissant dans l'histoire. Et donc le républicain ne se fait pas beaucoup d'illusions sur les grands hommes. Mais il ne se fait pas non plus beaucoup d'illusions sur les hommes. Il sait qu'ils sont animés de passion, et il sait qu'à tout moment, ces passions peuvent détruire l'unité d'une nation, que ces passions sont toujours potentiellement destructrices. Et là, il est amené à envisager le grand homme comme celui qui, précisément, laisse un legs. Et ce legs, ce sont des institutions qui permettent, en considérant les hommes tels qu'ils sont, les prenant tels qu'ils sont, elles sont ces institutions ce qui leur permet de produire malgré tout de l'unité. Donc le républicain se nourrira de la pensée hegelienne de ce point de vue-là. Il n'oubliera pas de regarder le grand homme comme si il s'inscrivait dans une logique nécessaire, et comme s'il devait être reconnu par le succès de son action, succès de son action sous la forme d'institutions qui méritent d'être conservées. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel objet de réflexion.